Merci de nous avoir rejoints. Effectivement, alors on m'entend mieux. Effectivement, nous sommes là pour découvrir deux ouvrages cet après-midi, comme l'a expliqué David à l'instant, et avec les personnes, bien entendu, qui sont les auteurs de ces ouvrages. Et on va engager un dialogue en lien avec un atelier qui a eu lieu ce matin entre un certain nombre d'artistes qui interviennent, mais aussi de personnes qui accompagnent les artistes, de commissaires d'exposition, de personnes qui ont des lieux culturels. Un petit atelier de réflexion qui a eu lieu ce matin et qui vient nourrir tous les travaux qui ont lieu au château d'Espérant depuis qu'il s'est engagé dans une démarche pour protéger le vivant. Donc nous avons travaillé toute la matinée, donc nous allons restituer et les personnes qui ont écrit ces ouvrages ont participé à cette réflexion ce matin et on va tisser entre ce qui s'est dit ce matin et les deux ouvrages en question. Alors tout d'abord, on va vous proposer de construire un cairn avec nous, avec un petit processus. Ce matin, dans les discussions, nous avons demandé à chacun de déposer une pierre symbolique, c'est-à-dire sa contribution avec un mot, avec quelques mots, sa contribution à cette réflexion collective sur la manière dont un lieu comme Espérant peut, avec les artistes, apporter un nouveau regard sur le vivant et contribuer à ce que la création artistique prenne complètement sa place dans les réflexions Espérant. Ce matin, en effet, nous nous sommes demandé quel était le regard qui était porté par les artistes sur le vivant et comment le vivant les regardait, c'est-à-dire comment le vivant les concernait. À partir de cette double question, donc nous avons chacun posé des pierres symboliques sous forme d'un mot. Et ce qu'on va vous proposer, c'est d'adopter ces mots, si vous voulez bien, tous dans le public. Alors c'est très simple, il suffira de lever la main. Donc on va dire ces mots qui ont été proposés ce matin, et on va vous proposer donc de venir les déposer, de les écrire et de les déposer. Ah ben voilà, il y a déjà une personne que ça intéresse. Donc vous levez juste la main et vous venez ici écrire le mot et puis le déposer. Donc ce cairn pour nous, c'est une manière de tracer ensemble les chemins de nos choix à partir de nos propres repères que sont ces mots. Alors je vais laisser peut-être le micro si tu veux dire non, tu veux. D'accord, voilà. Et à la personne donc qui a fait cette synthèse, si elle le souhaite, mais oui. Donc tu dis chaque mot, oui. Ah, c'est à 15h. Oui. Bah, Kimi veut commencer. Alors, on a une première personne peut-être qui veut participer, donc je commencerai par le mot regard. Alors ce mot a été très important ce matin. Alors le mot regard, qui veut venir écrire le mot regard? Voilà. Alors le mot regard, effectivement, était au centre. Quel regard portons-nous sur le vivant? Quel regard particulier, qui peut être celui des artistes? Quel regard différent on nous invite à poser? Alors, je ne vais pas dévoiler ce qui vous sera restitué tout à l'heure. Voilà. Le mot présence. Le mot apprentissage. Apprentissage. Ah, apprentissage à trouver un destinataire. Le mot lien. Lien. Kimi. Voilà, Non, on peut poser par-dessus. L'idée, c'est de construire, de faire monter le cairn.
Le mot compassion. Laisse les premiers mots se poser. Compassion, regard, lien. Compassion, apprentissage. Voilà. Le mot hospitalité. Hospitalité. Alors il faut écrire sur une pierre et la déposer ici. Le mot union. Est-ce que quelqu'un veut bien venir écrire le mot union? Le mot incarnation. Incarnation. Alors, incarnation, il faut écrire petit, effectivement. Est-ce que le mot humilité est écrit? Le mot humilité. Ah, Daniel. Donc, le mot humilité. Qui veut marcher pour venir écrire le mot marche? C'est ma blague du jour. Ah, il faut parfois une mauvaise blague. Le mot dialogue. J'ai tout lu, hein? Non, bah c'est bon. Faire partie. Faire partie. Oui, ça fait beaucoup de mots. Donc, faire partie. Le mot conscience. Le mot porosité. C'est très joli mot, ça, porosité. Je vous invite à être poreux. Ah oui, je pense qu'il faut tromper. Complètement. Ouais, en fait, ce sera maintenant. Je me suis trompée, je lui ai dit 15 heures, on va se terminer. Tu sais où aller? Sinon, on le fera entre deux. Et le mot, et puis rendez-vous comme une injonction. Oui, c'est moi qui me suis trompée, en fait.
c'est moi qui me suis trompée, c'est d'abord la restitution. J'ai une grosse petite. Parce que j'ai mon déroulé qui est là. Voilà. Oh, sinon, on change, hein, si jamais elle est pas là, c'est pas un problème. Il n'y a pas de mot amour. Donc, il y a le mot rendez-vous. Est-ce qu'il a été écrit le mot rendez-vous? Alors, le rendez-vous, c'est aussi une injonction. Rendez-vous. Ah. Alors, on a... Amour. Effectivement, on a parlé d'amour constamment. Moi, je me suis trompée, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce travail collectif qu'on a mené, on va vous en faire la restitution. Et voilà. Mais auparavant, parce que je regardais, on va changer un petit peu l'ordre de ce qui était prévu. C'est pour ça que je cherche quelqu'un des yeux. Donc, on va d'abord accueillir. On va d'abord accueillir Julia Maria Lopez Messa, Pauline Ruiz et Edith Erki, Florence Caudrelier. Si vous voulez venir prendre place. Donc ils vont vous parler d'un ouvrage. Je vais les laisser se présenter. Ils vont vous parler d'un ouvrage Bibos. Et je vais les laisser se présenter tout en nous faisant le récit de la construction de cet ouvrage. Voilà. Donc, ah, il y a une petite fille non, un petit garçon. Attention, un petit garçon, j'ai les cheveux longs, mais c'est un petit garçon. Voilà, merci. C'est le rendez-vous. Voilà, c'est le dernier mot qui a été posé. Merci beaucoup. Oui, donc comme je le disais, ils vont nous faire la présentation d'un ouvrage, nous raconter comment il s'est construit cet ouvrage, tout en nous décrivant ce parcours et la manière dont ils sont entrés dans un processus qui est lié à la démarche d'Espérant, donc en faveur du vivant, au travers notamment de l'ORE, donc obligation réelle environnementale, qui est alors ce sont des mots un peu barbares, mais qui signifient que ce lieu, et c'est pour cela aussi qu'on est aujourd'hui présent avec le Festival Acte, ce lieu a pris des engagements pour protéger la biodiversité, a pris des engagements sur le long terme dans l'avenir. Ah, j'ai un problème de son, non ça va. Au travers d'un contrat. Et c'est le point de départ de toute une aventure. Et au travers de ce livre, on va se rendre compte que cette aventure, elle inclut les artistes, elle inclut par moment, je perds du son. Oui, toute une diversité d'acteurs, citoyens autour de cette démarche. Alors, je vais donner la parole à Florence, pardon, pour commencer, qui va se présenter et nous dire comment elle est rentrée dans cette aventure, donc qui raconte toute la démarche du château d'Espérant. Sylvie, c'est toi qui gardes le fil, donc normal. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, là c'est mieux. Là. Merci de votre présence là sur les bottes de paille où vous êtes plus que nous du coup en contact direct avec la nature. Ce qu'on veut vous présenter là simplement là ensemble, c'est ce cheminement qui a démarré en gros, je ne vais pas vous faire un déroulé historique trop lourd, mais pour nous, ça a du sens de le poser dans le temps. Il y a eu en 2022 une date qui a été fondatrice pour le projet du château d'Espérant. Ça a été la signature d'une obligation réelle environnementale, qui est un outil juridique qui permet, merci Charlotte, de protéger le foncier et qui a permis au château d'Espérant d'engager tout son projet artistique, culturel, scientifique sur le rapport avec ce que l'on nomme maintenant le vivant. Et c'est vrai que cette année 2022
Julia Maria López Mesa est venue en résidence au château, à la suite de beaucoup d'artistes, puisque le château d'Espérance a accueilli pendant pas mal d'années. Alors Henri Luc me disait cruellement plusieurs décennies. Bah ouais, mais voilà. Et c'est vrai qu'en 2022, Julia est venue en résidence à ce moment de bascule du projet d'Espérance et de la signature de cette ORE. Et c'est vrai que du coup, le travail, et elle vous en parlera elle-même beaucoup mieux que je pourrais le faire, le travail qu'elle a mené sur place, les créations qu'elle a faites in situ, sont vraiment l'incarnation de toute la démarche participative, collective, menée par le château, de manière très horizontale, c'est-à-dire où finalement ces questions se traitent avec une circulation des expertises et des savoirs entre les métiers de chacun, qu'on soit naturaliste, conservateur, artiste, botaniste, etc. Chacun a été invité à repenser les représentations et les actions et les méthodes professionnelles qu'on pouvait avoir jusque-là les uns et les autres. Alors c'est un projet qui est quand même courageux, ambitieux, qui n'est pas facile, parce que quand on est conservateur et qu'on veut maintenir la biodiversité, on ne peut plus se mettre à enfumer toutes les bestioles qui menacent le mobilier du château, par exemple. C'est des choses qu'on ne peut plus faire, qu'on a décidé justement avec l'ORE de ne plus pouvoir faire. Et tous ces métiers se sont dit, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire et qu'on ne veut plus faire. C'est donc à ce moment-là que Julia est arrivée en résidence. Et là, je vais peut-être te laisser le soin de nous décrire un peu à la fois ta surprise en poussant la grille du château et puis tout ce que ça induit pour toi dans ton approche, ta création, etc. Tu nous en dis un mot ? Bonjour, et merci d'abord pour cette invitation. Merci à Lucie et David de m'avoir invité une première fois au territoire et ensuite j'ai débarqué ici au château par invitation. Voilà, ma première perception de lieu, c'est qu'est-ce que c'est cet endroit? On dirait qu'on est dans un rêve. Qui habite là? Qui habite ici? Je me suis posé cette question dans la voiture de David, qui est par là quelque part. Je me dis, mais qui habite là? Voilà, donc c'est en partant de cette question que j'ai pu commencer à tisser des histoires, des liens avec l'équipe, avec les lieux, avec la collection. Donc, en principe, mon travail, il tourne autour de l'ouverture. Tout ce qui vient avec ouverture. Hein. Ouverture d'un lieu, ouverture du tableau, connecter un intérieur avec un extérieur, mettre en mouvement, dévoiler. Voilà. Toute cette polysémie de cette mot ouverture. Et donc, pour faire ça, je me sers. Donc, si mon travail, c'est matérialiser des ouvertures, pour faire ce travail, je me sers du textile, de la couleur, du corps. Voilà. Donc, pendant la résidence, une de mes œuvres existantes a été invitée par Henri Luc, que c'est un projet qui c'est autour de la récolte des vêtements et des récits. Donc, on demande aux gens de ramener un vêtement avec un récit. Et à partir de là, ça constitue la matière première pour créer quoi qu'il soit. Installation, sculpture, vidéo, photo, costume. Voilà. Donc, une des choses qui en est dans la résidence, c'est Supernature. Maintenant, il a un double. Donc, Supernature, elle est née à un moment que j'ai marché à
avec les chiens de château, on va dire, Farouk, qui a décédé il y a peu. Donc, Farouk, il m'a montré les contours des lieux. Et donc, j'ai pas mal pensé à cette question de l'invisible et de éventuellement créer un personnage qui protégeait la nature. Et là, je me suis souvenue d'une légende colombienne de chez moi. Je suis née en Colombie. Maintenant, je suis franco-colombienne. Et donc, c'est une légende où il y a un personnage qui se nommait Ojarasquín. Mais ici, il s'appelle Supernature grâce aux enfants. Et il est protecteur de la nature. Il est ami des butterflies. Il est ami des insectes, il est ami des papillons, il est ami des organismes, voilà. Et il est ami aussi des chiens. Donc voilà, je me suis dit, inspirée de cette légende, comment je pourrais recréer un personnage à partir de matière textile. Et c'est là où Supernature il est né. On le découvre petit à petit. Voilà, et c'est cette personnage, c'est comme ça que la résidence a initié, avec les vêtements des personnes qui habitent les châteaux. Voilà. Donc du coup, ça commence par là, mais ça s'est tissé avec les vêtements du territoire, des gens du territoire. Donc les gens petit à petit, ils ont commencé à amener des vêtements. Ben, on a fait un choix de vêtements verts pour cette personnage, pour cette peau, qui d'ailleurs, peu importe, tout le monde peut la porter si vous le souhaitez. Et donc, je me suis laissée aller dans les différentes créations. Notamment, il y en a un d'où les titres de catalogue, Bibos. C'est celle avec les enfants. C'est une installation. Les enfants et les vêtements des gens qui ont apporté les vêtements. Par là, il y a un messieurs derrière vous, là. Les gens qui ont pas mal amené des vêtements, des tissus, qui ont raconté leur histoire. Et donc, tous ces vêtements ont créé des installations que vous allez pouvoir voir dans les catalogues un petit peu plus tard. Et donc, j'ai fait des disséminations de ces vêtements pour rapprocher les vêtements du sol, comme si c'est nous qui se rapprochions du sol, du vivant, de l'herbe, pour regarder vers le haut, pour regarder vers l'horizon. Vous allez découvrir dans les catalogues plus tard. Mais une de ces choses, je me suis dit, mais ces enfants qui sont là, au château, c'est eux qui tendent vers le futur, c'est eux qui obligent les châteaux à s'ouvrir. C'est eux qui montrent un peu l'avenir d'un lieu comme ici, que c'est un lieu lié au passé, que c'est un lieu de conservation, des archives. Les archives, ils ne bougent pas, ils sont en sommeil, les meubles, ils sont en sommeil. Donc, le fait de mettre des chaussettes dans les pieds d'un meuble, ça réveille le meuble et ça réveille l'objet de la personne qui a donné les chaussettes. Pardon, ça réveille l'histoire de la personne qui a donné les chaussettes. Mettre un t-shirt skate dans la chapelle, ça réveille la chapelle et ça réveille aussi l'objet de cette personne. Voilà, il y a eu des petites choses, un peu de transgression, mais que je ne savais pas, ou j'ai fait en sorte de ne pas savoir. J'ai soulevé un objet qu'il fallait être à 3 parce que c'est un objet de la collection du château, et j'ai mis une chaussette, un gant, et j'ai mis une épingle sur une tapisserie qui était déjà restaurée, sur laquelle on a beaucoup investi, et donc c'était pas possible, mais je ne savais pas. Voilà, mais ces choses-là, ça fait tout simplement la rencontre entre des objets des gens vivants et des objets des gens qui ne sont plus là. Et à partir de ce premier travail, alors quelle est l'étape pour aller jusqu'à Bibos? Voilà, donc on s'était dit que jusqu'à là, les catalogues, il y a eu des publications, mais comme c'est le 2022 et que c'est le moment de marquer
un temps entre avant et après les Covid, c'était le moment de créer un objet qui contienne les traces de toute cette expérience. Donc, en gros, j'ai produit des choses éphémères. Et donc, c'est cet livre, c'est ce catalogue qui va nous permettre d'avoir une trace de cette expérience-là. Et pour ça, on s'est mis d'accord avec Florence, avec Henri-Luc. Ensuite, j'ai proposé à Eddie, qui est graphiste, qui va nous en parler de ça. Et ensuite, j'ai proposé à Pauline, qui est curatrice, où on s'était dit aussi que c'est important pour les châteaux de commencer à intégrer d'autres personnes du réseau artistique dans la démarche. Et donc, dans ce cas, Pauline connaissait mon travail. Et c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaissait mon travail, qui avait un regard bienveillant sur mon travail, qui comprenait mon travail, où je sentais que ce travail il était protégé. Comme le château, il est aussi protégé par cette oreille. Alors Eddie, si vous voulez bien vous présenter et nous dire comment cette proposition a résonné en vous et quand vous êtes senti concerné par cette proposition. Oui. Bonjour à tous, à toutes. Du coup, je m'appelle Eddie Terki, je suis designer graphique et du coup, on a travaillé ensemble sur ce livre. Comment ça a commencé il y a 1 an quand on s'est rencontrés. Et le livre, vous le verrez, il a une manipulation, il a une façon de s'ouvrir. Peut-être je vous le donne, c'est le plus simple. Ouais. Au départ, l'histoire s'est écrite assez simplement. On a d'abord appris à se connaître avec Julia pour comprendre aussi comment son travail se déployait, comment il résonnait avec le château, comment elle avait collaboré aussi avec le château. L'idée, c'était de savoir comment on pouvait, avec un ouvrage, donner à voir aussi bien son travail que la résonance avec le château, et comment on pouvait mettre ensemble en avant ce dialogue entre l'artiste, Julia, et le château. Raison pour laquelle l'ouvrage se découpe en 2 parties, mais finalement il n'a pas de chapitre, il n'a pas de séquençage, il a vraiment une ouverture qui est assez linéaire, où on parle d'abord du territoire, on parle d'une carte, et petit à petit on va découvrir comme ça l'extérieur du château. Elle l'a évoqué avant, il y a ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur qui est propre à son travail. Et moi, je trouvais ça intéressant de garder cette notion-là, de parler de l'intérieur du château, de l'extérieur du château, et de voir comment l'extérieur du château pouvait envelopper l'ouvrage pour finalement y révéler l'intérieur du château à travers les œuvres de Julia. Raison pour laquelle vous avez au centre de l'ouvrage un papier un peu différent qui nous montre le château. Et autour, vous avez d'autres cahiers qui vont nous montrer le parc, etc. Et dans la façon dont en fait, Julia travaille beaucoup avec le textile, il y a un rapport à la matière qui est assez important. Et donc, raison pour laquelle il y a un papier, qui est une jaquette, qui a un papier un peu spécial, qui donne l'impression d'être un tissu. Il a été martelé, en fait. C'est ce qui vient envelopper l'ouvrage. Et ce livre, finalement, il a une lecture, donc, je veux dire, assez linéaire. On découvre les choses au fur et à mesure. Et il y a pas mal de manipulations, notamment cette ouverture, où c'est le seul endroit où on découvre finalement Julia qui court après Supernature, après la maison, et qui vient envelopper l'ouvrage. Et à partir de cette jaquette, on a ce rapport au tissu qui s'exprime, et on a la carte de l'autre côté. Donc en fait, au fil de l'ouvrage, vous découvrez les œuvres de Julia, qui font référence à une cartographie à chaque début d'œuvre, et qui du coup se réfèrent à un point sur la carte. Donc en fait l'idée c'est un ouvrage qui nous parle beaucoup de manipulation, de rapports de matière, de textures assez différentes, et finalement qui est plus une invitation à découvrir le travail que l'ouvrage en soi. Donc voilà, c'est en ça que l'objet est un peu particulier dans sa construction. C'est un travail qui a pris beaucoup de temps et qui en fait a été le fruit de beaucoup de discussions, de collaborations. Il y a aussi un temps qui était assez important et qui a permis aussi ce travail-là tous ensemble. D'ailleurs on est plusieurs sur ce projet, avoir rebondi, questionné l'entrée et la sortie du livre et comment il se dessinait. Voilà. Peut-être Moi, je souhaite donner la parole à Pauline, voilà, qui est un regard à la fois extérieur,
mais aussi au fur et à mesure qu'on travaillait, on rentrait dans une intimité qu'on ne sait pas où ça va nous amener. Intimité dans le sens du travail. Le travail d'un artiste avec un curateur, c'est aussi une part de dévoilement. Et ça, je trouve assez important dans les parcours à la fois de cette parole extérieure, de cette inscription dans les discours d'aujourd'hui et dans l'échange qu'on a eu. J'ai trouvé très riche. Voilà. Merci. Bonjour. Merci de m'avoir ici aujourd'hui. Alors moi, donc, je suis Pauline Ruiz, je suis directrice de l'Espace Monte Cristo à Paris, qui est le lieu de la collection Fondation Viladatrice, et je suis curatrice et scénographe également. Et donc j'ai été invitée sur le projet très gentiment. On a déjà travaillé ensemble avec Julia et autour d'une œuvre qui s'appelle In Tissu, qu'elle a commencé en 2017, que moi j'ai découvert en 2019 et qui a été présentée dans le lieu dont j'ai fait la curation, et donc c'était en 2021. Et donc cette œuvre, elle a été présentée ici également. Et quand elle m'a proposé d'écrire, alors à base c'était un seul texte, c'était un texte sur son travail et sur le lien avec le château d'Espérant, j'ai tout de suite été conquise et j'ai tout de suite accepté. Je ne m'attendais pas du tout à l'aventure dans laquelle on s'embarquait, mais c'était vraiment très riche en effet, vraiment super. Oui, finalement, c'est deux textes qui ont vu le jour. Un premier texte qui a été un entretien de longues heures de discussion. Et ce qui était intéressant, c'était d'être une personne extérieure qui connaissait son travail et qui découvrait en fait le lien avec Loré et le château, et qui avait plein de questions sur comment son travail, que je connais depuis des années, a trouvé un chemin et comment il a changé, comment il a muté au contact du château, au contact du lieu, au contact des principes de Loré et de l'équipe. Et c'était vraiment fascinant de découvrir cette partie-là de son travail. Et il y a même des choses qui ont été questionnées qui sont très très profondes, comme ton nom d'artiste a été questionné, des choses très très intimes. La façon dont tu te présentes, parce que, donc, comme tu disais, tu es née en Colombie, et donc tu as tu es Julia Maria Lopez Mesa. Elle est appelée de différentes manières par différentes personnes, Julia, et donc c'était questionné des choses très très intimes et très sur ton identité qui était assez étonnante. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on s'en aille vraiment. C'était une psychanalyse inversée, c'était assez génial. Et puis il y a eu ce texte qui, pour le coup, était très très riche aussi, le travail qu'on a fait ensemble sur relier ton travail dans un contexte plus large sur la scène contemporaine, de l'art contemporain, sur ce qu'il se fait à la fois sur le textile, chose que tu connais par cœur, le textile avec toutes ses complexités, la deuxième industrie la plus polluante au monde, et en même temps l'engagement que tu y mets, l'engagement social, l'engagement environnemental. Donc c'était vraiment très agréable de faire ce travail-là de l'extérieur vers le château, de découvrir ensuite le château, de découvrir l'équipe et de comprendre les liens qui ont tissé en fait toute cette histoire. Donc c'était assez incroyable, et j'aime la façon dont tu t'es vraiment livrée dans le livre, et comment tu aimais beaucoup de toi-même, beaucoup d'ouverture et d'authenticité. Donc oui, c'était vraiment une très belle aventure. Alors, je vais vous poser une question. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Une question un petit peu collective. Non, si on l'entend bien. Voilà, parce que par moment, j'ai pas le retour son. Donc, vous avez donné un peu la filiation. Vous avez exposé la filiation. Peut-être celui-ci. Moi, par moment, j'ai pas le son. On entend bien constamment? Non, ça coupe. Le noir. D'accord. Très bien. Donc vous avez exposé rapidement, donc, en vous présentant la filiation de cette œuvre. Vous l'avez présenté le contenu. Donc effectivement, c'est la démarche d'Espérant qui se concrétise avec ce catalogue qui se renouvelle. Je vous demander tout simplement comment est-ce que cette démarche, est-ce que les enjeux qui sont dans cette ORE résonnent profondément dans votre pratique, résonnent en vous et se traduisent dans ce travail.
Ben oui, c'est ton... comment ça résonne c'est-à-dire que là, ce que je disais en préambule, c'est, et comme tu le disais Sylvie, c'était une manière de vraiment concrétiser par un objet éditorial toute cette démarche foisonnante qui a lieu à l'année, tout le temps. Enfin, là, on vous donne l'impression d'être hyper statique et figé, voilà. Mais en fait, c'est tout le contraire, quoi. On est tout le temps en mouvement les uns avec les autres, des allers-retours entre nos pratiques, nos représentations, etc. Et c'est vrai que là, la proposition de matérialiser dans ce livre une démarche, c'était de dire au fond, et ça c'était le travail de Julia qui nous y a invités, il peut y avoir d'autres cartographies. Et je pense que quand le livre circule avec les supernatures là, qui vous le font passer, on l'a voulu comme étant une promenade, un parcours qui permettent justement de renouveler notre regard et notre manière de voir un environnement, de voir du patrimoine et de s'y inclure entre vivants d'une époque, d'une autre. Et l'ancrage vraiment très territorial là, du projet, c'est tout ça, c'est faire dialoguer un passé, un état présent qui nous questionne tous énormément parce que la catastrophe écologique, elle est plus en question, on la constate nous tous dans notre quotidien. Les artistes aussi, bien entendu. Et donc, ce parcours-là que Julia nous propose en cheminant à travers l'intérieur et l'extérieur du château, c'était se donner, et l'image du cairn est un peu là pour ça aussi, nous donner collectivement d'autres repères, d'autres balises pour choisir un peu mieux nos chemins. Moi, je voudrais revenir à la chose la plus simple de mes observations. Donc, un vêtement, un t-shirt. Là, si vous regardez tous, où est-ce que votre t-shirt est fait, votre pantalon, votre chemise? Déjà, avec cette matière, on passe presque 24 heures par jour. Sauf les gens qui se lavent à poil, sauf, et éventuellement, il y a des gens qui utilisent des gants pour se laver. Donc, okay, ça, c'est une matière qui nous couvre depuis notre naissance. Donc, c'est lié profondément à nos affects. Ensuite, si on regarde l'étiquette de notre vêtement, elle dit Made in China, Made in Bangladesh, Made in Inde, Made in... donc là, on a tous les rapports à l'environnement, aux gens. Combien de personnes ont participé à que tu puisses porter ces chemises aujourd'hui? Par combien de mains cette chemise, elle est passée? Je suis liée à toutes ces personnes, sans les savoir. Je suis liée à toutes ces personnes qui ont planté, récolté, processé, embarqué, tisser les tissus, créer les tissus, créer les designs, faire voyager par bateau je ne sais pas combien de kilomètres, faire venir transporter de l'entreprise à la boutique, de la boutique à la main. Donc, si on pouvait compter combien de personnes, je pense que je n'ai aucune idée, mais quand j'ai dans mes observations, dans ma recherche, je dis waouh, on porte le monde et toutes ces implications sur les corps. Donc on porte les fruits de la terre sur notre corps. Tout ce système de production, voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, un mot je l'ai dit tout à l'heure de manière un peu timide, mais c'est la question de la tendresse. Les regards, c'est bien de pouvoir dire ce mot et le dire en public, dans l'agora. Donc,
la tendresse, les regards de tendresse, l'émotion de la tendresse qu'on pourrait avoir sur une plante, sur un animal, sur une fleur, sur une feuille. Donc c'est dans ce regard de tendresse, dans ce rapport, que je pense qu'on peut construire, au tisser, de passer du j'ai à nous. Oh, je ne suis pas toute seule, on est 2, on est 3, on est 4, et à partir de là, on peut continuer à refaire, reconstruire, retisser l'avenir avec la nature, avec l'environnement, avec les animaux, avec voilà. Merci beaucoup pour ce, pour ce temps. Je vous propose, si vous voulez, de passer au temps de restitution du travail qui a été fait par les artistes ce matin. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation de l'ouvrage et pour l'explication. Voilà, donc vous pourrez consulter l'ouvrage tout à l'heure. Voilà, et on le fera circuler de main en main. On va accueillir tout à l'heure donc Charlotte Cosson, et tout d'abord, merci beaucoup, j'appelle Mélanie Lapérouse, qui donc ce matin a synthétisé, donc qui est facilitatrice graphique entre autres, et qui ce matin a synthétisé l'ensemble des discussions qui ont eu lieu et qui va nous raconter ce qu'elle a entendu et représenté. Merci Sylvie. Bonjour. Alors du coup, ce matin, l'objet de la table ronde concernait l'ORE, l'obligation réelle environnementale, en interrogeant le rôle des artistes là-dedans. Du coup, c'est celle-là la première. J'ai construit ma restitution graphique comme un cairn parallèle à votre cairn symbolique, avec les mots qui est ancré maintenant dans un cairn en cailloux. Donc c'est à... quand vous aurez la possibilité, c'est à observer en venant tourner autour. Il y a 3 faces pour chaque étage. Donc les questions de ce matin pour la table ronde étaient, dans un premier temps, comment regardez-vous la biodiversité? Et dans un second temps, comment la biodiversité vous regarde? Ce qui s'est traduit notamment par chaque personne ayant amené un mot qui lui faisait écho dans cette question, comment regardez-vous la biodiversité? Et moi, je l'ai synthétisé graphiquement sur cet étage-là, l'étage central. C'est à regarder comme un triptyque, avec les mots-clés, qui sont parfois illustrés, parfois complétés de quelques petites annotations pour être mieux compris. Je ne vais pas les lire, tu feras dans la restite. Mais en tout cas, c'est à regarder vraiment en faisant le tour. Parce que comme dans les discussions, ce qui est ressorti, c'était beaucoup des liens et l'idée de tisser. Il y avait énormément de gens qui étaient dans l'idée de tisser, de fabriquer, de créer. Et ça, j'ai voulu le représenter en faisant des traits, quoi, pour relier les mots-clés qui sont sortis ce matin. Et l'étage du bas, il y a quelques pistes de solutions. Là, c'était plutôt la deuxième partie, comment la biodiversité vous regarde. Donc là, ce sont plutôt des pistes de solutions qui ont émergé ce matin, des pistes à explorer pour la suite. Sylvie, je te repasse le micro. Merci pour cette synthèse très synthétique. Voilà, bravo, quel talent. Effectivement, c'est une discussion passionnante qui a duré près de 2 heures en fait en tout, hein, donc c'est vraiment pas facile comme exercice de restituer tout cela en quelques mots, et c'est donc ce qui a été fait, et je vous invite vraiment ensuite à faire le tour de cette tour pour prendre connaissance de ce qui a été discuté ce matin. Donc je vais appeler maintenant Charlotte Cosson, voilà, qui va venir. Je la laisse s'installer là-bas. Qui a envie de s'approcher. Donc Charlotte Cosson, donc, qui a une formation d'histoire de l'art, qui est professeure à Sciences Po Aix, et qui a quitté le milieu artistique dans lequel elle baignait pour, alors j'ai beaucoup aimé le terme, pour adopter des terres, et c'est cette histoire qu'elle raconte dans ce livre Féral, voilà, je vous laisse montrer, où elle propose d'aller vers
un soin des hommes. On a parlé tout à l'heure, effectivement, Julien en a parlé également, du fait que ce qu'il fallait avant tout, c'est reconstituer, reprendre conscience de notre lien aux autres vivants, et d'abord les humains, nos contemporains, se demander quels sont tous nos liens avec ces vivants humains, mais aussi les vivants autres qu'humains. C'est précisément cette révélation, on l'a vu à travers les témoignages des artistes dans la première partie, et c'est cette révélation qu'amène souvent le contact avec Espérant et avec cette démarche. Donc au travers de Feral, vous racontez donc c'est votre démarche et cette volonté d'aller vers un soin des humains au travers de la transe, pour retrouver une nouvelle connexion, pour reprendre conscience de notre présence et de la présence des autres vivants. Pour prendre soin de la Terre, il faut d'abord prendre soin des humains. Donc je vais vous laisser la parole tout de suite. Voilà, je vais vous laisser nous raconter votre démarche, mais je vous propose, si vous voulez bien, de commencer par tirer le fil de cette question qu'on a posée ce matin aux artistes, c'est-à-dire en quoi, quel regard vous portez vous sur le vivant et en quoi le vivant vous regarde. Merci. Merci aux arbres magnifiques qui nous accueillent, qui nous permettent de respirer, qui nous offrent de l'ombre. Merci aux esprits qui sont aussi matérialisés, à cet invisible qui me semble matérialisé dans Supernature. Et merci aux personnes qui m'ont invitée, donc notamment Henri Luc et Estelle. Et en fait, ce merci, c'est pas un merci de convention sociale. En fait, c'est vraiment une gratitude parce que ça fait plus d'1 an que je parcours la France, et pas que la France d'ailleurs, pour parler de mon livre et donc pour essayer de partager sur les liens qu'il peut y avoir entre art, amour du vivant et spiritualité. Et c'est la première fois que je suis invitée dans un lieu qui s'est engagé, qui s'est presque forcé la main en se disant « nous sommes responsables de la biodiversité, nous avons un devoir envers cette biodiversité ». Et donc c'est la première fois que je suis invitée dans un lieu où l'art et l'écologie ont cette danse amoureuse. Donc merci. Et en plus, moi je suis toujours très étonnée de venir parler dans le contexte de l'art, parce que j'avais imaginé, en adoptant des terres il y a quelques années, que je disais au revoir à ce milieu de l'art, complètement. J'étais commissaire d'exposition, je travaillais plutôt avec des institutions dans des grandes villes, et j'expérimentais à l'intérieur de moi une vraie cassure, en fait, entre la manière dont je m'étais engagée dans l'art pour essayer de modifier, de changer le monde. C'est une des questions qu'on s'est posées ce matin. Est-ce que l'art peut changer le monde? Alors quand j'étais adolescente et que j'ai commencé l'histoire de l'art, j'ai vraiment cru, j'ai voulu suivre tous ces artistes qui étaient assez fous, assez folles pour croire qu'on pouvait changer le monde avec l'art. Et puis je me suis retrouvée dans ce milieu de l'art qui parfois parle beaucoup d'écologie, ça peut même devenir un peu une mode en ce moment, mais qui dans les faits rejoue en permanence cette schizophrénie contemporaine, c'est-à-dire du fait de ce que je dis mais pas ce que je fais. Je vais juste donner un exemple parce que je n'ai pas écrit un livre de mauvaises nouvelles, il y en a beaucoup et ils sont nécessaires, mais j'ai plutôt essayé de regarder là on pouvait trouver des solutions créatives par rapport à cette crise systémique dans laquelle nous sommes plongés. Un exemple serait cet artiste Olafur Eliasson qui, pour faire ressentir, pour faire comprendre la fonte des glaciers aux petits modernes, notamment parisiens ou new-yorkais, et je crois qu'il a réitéré l'expérience aussi à Londres, a fait venir des blocs d'un glacier millénaire. Enfin, il y a 2 projets. À un moment donné, c'était des blocs d'un glacier millénaire au Groenland, et à un autre moment, il a récupéré des blocs de glace qui s'étaient détachés, et en Islande, et il les a déplacés jusqu'à devant le Panthéon à Paris pour faire une sorte d'horloge.
pour que les Parisiens et les personnes qui ont assez de moyens pour voyager jusqu'à Paris voient les glaces fondre. Donc le coût de l'opération, c'est environ 33 tonnes de CO2 pour transporter des bouts de glacier. Et ne parlons pas de l'attitude complètement colonisatrice et de l'arrogance qu'on peut avoir à s'approprier comme ça des bouts du vivant et les déplacer. Et donc, moi, j'ai été dégoûtée par ce milieu de l'art qui parle d'amour du vivant, mais qui ne l'incarne pas. Et donc, j'ai décidé de claquer la porte et d'adopter des terres. Je dis adopter parce que je remets vraiment en question cette idée que la propriété nous donne des droits sur un écosystème. Je pense que ça nous donne beaucoup plus de devoirs que de droits. Et je me suis dit que j'allais faire pousser des légumes en permaculture et que j'allais vivre avec moins et que j'allais vivre avec moins. Et en fait, finalement, ces terres, elles ont commencé à me parler. Elles ont commencé à interroger ma propre attitude de domination, puisque finalement, je suis née, comme presque tout le monde ici, dans cette culture qui nous place au-dessus, parce que nous avons, soi-disant, nous sommes les seuls à avoir une conscience, parce que nous avons la raison, donc nous avons la vérité avec un grand V, et puis nous avons l'argent, nous avons voilà, beaucoup de privilèges et un confort extrême. Et je me suis rendu compte que il fallait d'abord donner à la terre avant qu'elle nous donne. Et que tout ce qu'on nous avait appris depuis qu'on était enfant, c'était à dominer. Et qu'en fait, le régime de colonisation, il se retrouve partout. Il se retrouve à l'échelle des frontières, à l'échelle de ce que l'on consomme, qui vient de loin et qui a souvent été réalisé par des personnes, voire des enfants en situation d'exploitation. Mais il se retrouve dans notre intime, en fait. Il se retrouve dans notre assiette quand il y a eu des produits chimiques qui ont été déversés sur des champs et qui sont en train de tuer aussi les agriculteurs qui les ont déversés. Et il se retrouve dans notre quotidien quand on se dit qu'on a le droit de tondre, quand on se dit que parce qu'on est propriétaire d'un endroit, on peut couper un arbre. Mais moi, ça m'a paru complètement dingue, en fait. Parce que en plus, je l'ai vraiment vécu dans ma chair, puisque comme j'ai arrêté de tondre et que j'ai laissé l'endroit se réensauvager, j'ai eu tous mes voisins et mes voisines qui sont venus me voir en me disant « Oui, si tu veux, on va t'aider à faire propre parce que tu as l'air dépassé par les événements. » Je dis « Mais non, mais justement, moi, je veux pas faire propre. Je veux que la vie, elle revienne. » Et c'est un grand détour sur pourquoi et comment je suis revenue à l'art. Je suis revenue à l'art pour plein de raisons. Je vais peut-être en exposer deux. La première, c'est peut-être grâce à la transe. Donc ça, c'est un autre chemin. C'est que je n'avais pas décidé que de faire pousser des légumes. J'avais aussi décidé de passer du temps à chanter, à danser pour les rivières, pour les arbres. Et ça, je le faisais en état modifié de conscience, qui est un état modifié de conscience qui est connu par tous et toutes, mais qui a été surtout conservé par les peuples racines. Et c'est un état de conscience qui permet de se reconnecter à cet endroit à l'intérieur de nous, qui peut tout accepter et qui peut nous permettre d'aimer tout ce qui nous traverse et tout le vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et pour moi, c'est une attitude de très grande humilité, puisque c'est un état dans lequel on se place et on se laisse traverser. Et donc notre corps fait des sons, fait des gestes que le mental n'a pas décidé. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas une attitude de pouvoir, mais une attitude d'humilité, parce que le mental qui se prend pour celui qui décide de tout se retrouve témoin, passif de ce qui le traverse et qui est forcément beaucoup plus grand que lui. Et la transe ne nous donne pas ce qu'on veut, ce que le mental veut, notre mental d'occidental. Il nous donne ce dont on a besoin. Et moi qui étais partie dans une retraite et qui ne voulais plus trop entendre parler d'humain et d'humaine, et encore moins d'humaine du monde de l'art. Désolée. Je crois que... comme on développe tous des capacités en dormance via la transe,
Moi, ça m'a expliqué que je pouvais transmettre la transe et donc passer du temps, beaucoup de temps, avec des humains, des humaines, et à partager l'amour et l'amour du vivant avec eux, et à permettre que cet amour du vivant grandisse à l'intérieur d'eux grâce à la transe. Et donc la transe permet de trouver une troisième voie entre des extrêmes. Et je crois que c'est la transe et la permaculture qui m'ont ramenée à l'art. Déjà parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des artistes qui étaient permaculteurs, permacultrices, et d'autres qui l'étaient inconsciemment. Et deuxièmement parce que je me suis souvenue que les artistes sont ces êtres extraordinaires qui ne se sont jamais sentis bien, finalement, ou complètement appartenir à cette culture dans laquelle je ne me sentais pas bien, moi non plus, et qui pouvaient faire une interface extraordinaire parce que, finalement, dans ce monde, il y a des êtres humains qui ne sont pas rentrés dans la logique du capitalisme, qui est une logique de dégradation. La logique du capitalisme ne fait que dégrader. Et il y a des humains qui s'appellent, et des humaines qui font partie des peuples originaires, des peuples racines, qui n'ont jamais oublié qu'ils faisaient partie du tissu du vivant. Et ces personnes-là, elles ont une attitude aggradante. Le mot aggradant, je l'ai emprunté justement à l'agroforesterie, à l'agriculture sur sol vivant. C'est une façon d'amender, d'améliorer. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, il y a des humains qui sont encore aggradants aujourd'hui. Et ce qui serait le plus simple, ça serait de copier, ou pas de copier parce que c'est pas du tout une logique d'appropriation, mais d'apprendre d'elles et eux pour réussir, nous aussi, à retisser. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un pas un peu trop grand pour les modernes de se dire, bon, alors comment est-ce que ça se passe dans une communauté indigène? Comment est-ce qu'on peut remettre ça en place? Pour certaines personnes, c'est un pas qui est trop grand. Mais nous, on a la chance d'avoir des artistes qui sont un peu des Hermès messagers, qui sont des personnes qui sont un pas dans la société et puis un pas un peu ailleurs. Et puis à qui s'autorisent des choses et à qui on autorise des choses qui ne sont pas forcément complètement légales. Moi, je me suis rendu compte qu'un artiste, alors c'est pas le cas par exemple en Amérique du Sud ou je pense dans l'hémisphère sud, mais en France, un artiste a un petit peu plus de droits qu'un citoyen lambda. Tout à l'heure, Julia, tu parlais du fait d'épingler une tapisserie du je sais pas, tu n'as pas dit, mais peut-être 17e ou 18e siècle. Voilà, typiquement, c'est un geste qu'on va excuser à un artiste et qu'on ne va pas forcément excuser à un visiteur ou une visiteuse. Et ce statut d'entre-deux de l'artiste m'a vraiment intéressée pour toutes ces raisons, et aussi parce que je me suis dit que à la suite de l'art conceptuel, on pouvait se permettre de les copier. Je me suis dit que les modernes, les humains, les humaines qui ne font pas partie du milieu de l'art, mais qui ne savent pas trop comment réagir face au dérèglement climatique, à la 6e extinction de masse, pourraient peut-être s'inspirer des gestes de ces artistes amoureux du vivant, qui en plus ne sont assez rarement exposés. Parce qu'en fait, les artistes qui travaillent avec le vivant, typiquement, le vivant, ça ne survit pas dans un contexte muséal. Les plantes, ça a besoin de soleil, ça a besoin d'eau. Voilà. Et des œuvres qui travaillent avec le vivant, elles existent beaucoup mieux en extérieur et on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, comme j'ai rencontré toutes ces pratiques, tous ces artistes qui faisaient bouger les choses, je me suis dit que j'allais les rassembler dans ce livre, mais pour aider tout un chacun à réussir à revenir dans le mouvement. Ça me fait penser à cette question de l'itinéraire et au titre de mon livre, et aussi à la question de nature-culture. Donc, j'essaye de récapituler parce que je pense à beaucoup trop de choses en même temps. Vous connaissez certainement tous ces questionnements à la suite de Philippe Descola et de Bruno Latour, de réussir à être par-delà nature et culture, c'est-à-dire à être par-delà cette séparation qui ferait que nous, les humains, enfin surtout les modernes et les blancs, on serait à un endroit, et puis tout le reste, tous les autres vivants,
serait séparé et serait mis dans la case nature. Et en fait, c'est très intéressant, mais c'est assez problématique dans le milieu de l'art, parce que typiquement, l'art a été pensé à l'intérieur de cette séparation nature et culture. Puisque si un castor fait un barrage, il va faire une œuvre d'architecture et d'ingénierie agroécologique extraordinaire, mais on va dire que c'est de la nature. Et si moi, qui n'ai aucune capacité, je fais une cabane, qui n'ai pas beaucoup de capacité de constructrice, on va dire que j'ai fait de la culture parce que je suis une humaine. Et l'art occidental a précisément été pensé dans ce cadre de cette culture. Et donc je me suis dit, mais la séparation nature-culture, ça va être compliqué de la travailler intellectuellement. Et c'est en regardant en fait ce qui poussait dans mon jardin, et quand j'ai vu toutes les fleurs sauvages comestibles pousser au printemps, alors qu'au printemps il n'y a quasiment pas de récolte de légumes cultivés, je ne sais pas si vous le savez, que je me suis dit, mais en fait la vraie tension, elle est peut-être plus intéressante à l'intérieur entre le cultivé et le sauvage. Et c'est le sauvage qui a commencé à m'intéresser. Et là, j'ai lu Anna Tsing, et Anna Tsing, elle explique que si ça se trouve, si on est arrivé dans l'Anthropocène, que moi je préfère appeler Capitalocène, c'est certainement parce qu'on a tellement réduit les zones où le sauvage, où la vie pouvait se régénérer, que la vie ne peut plus se régénérer. Et au lieu que ce soit un coup de massue supplémentaire, parce que autant vous dire que si je suis allée jusqu'au retrait, c'est parce que je me suis retrouvée certainement, comme beaucoup d'entre vous ici, à un endroit où je me suis dit, mais même respirer, ça fait du CO2. Donc en fait, je ne peux rien faire qui ne soit pas destructeur ou destructrice. Et ma vie est un poids pour cette terre plutôt qu'autre chose. Et bien à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que c'était la réduction du sauvage qui était en train de détruire la vie, je me suis dit, mais attends, alors ça veut dire que ce qui va être le plus juste et ce dont on a le plus besoin, c'est le sauvage. C'est de permettre à nouveau qu'il y ait des zones qui seraient en sauvage et de faire une place au sauvage dans notre vie. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai une destination. En fait, on peut se dire qu'on a une destination. Et il n'y avait plus qu'à marcher un itinéraire vers ce sauvage. Donc là, je pouvais me remettre en marche. D'ailleurs, il ne faut plus dire ce mot. On pouvait se remettre en mouvement et retrouver une forme de puissance parce qu'il y avait potentiellement une destination. Et il y a un mot en français magnifique qui décrit exactement cet itinéraire. Et ce mot, c'est un mot qui était très peu connu. Donc j'ai dû d'ailleurs convaincre Actes Sud de me laisser titrer un livre avec un mot que personne ne connaît. Donc merci Actes Sud et merci Stéphane Durand. Féral. Féral, ça se dit précisément d'un être, que ce soit un animal ou un végétal, qui était domestiqué et qui est revenu à la vie sauvage. Et donc c'est une histoire d'hybridation et c'est une histoire de retour vers le sauvage. Et je crois que c'est un itinéraire qui serait bénéfique pour tous et toutes, pour les écosystèmes, pour les animaux, pour les végétaux, pour les humains. Et cette dédomestication, c'est sortir de toute cette culture qui nous enferme en fait et qui fait que là on se tient bien. Je fais des phrases avec sujet, verbe, complément, mais c'est ce que j'ai adoré quand j'ai vu Supernature se balader. En fait, à partir du moment où des personnes comme vous et moi ont enfilé ce costume de Supernature, eh ben, regardez-les, ils se meuvent complètement différemment, ils parlent plus, ils s'autorisent à faire plein de trucs, ils viennent nous voir, ils nous gratouillent, etc. Tout ce qu'en fait, avec notre culture, on ne s'autoriserait pas. Et c'est ça, en fait, ce qui est intéressant chez tous les artistes dont j'ai voulu parler, c'est qu'ils nous permettent de penser et de sentir en dehors des cases de notre société qui nous a
tellement enfermés. Je pense, il y a une artiste qui s'appelle Ivana Adaime-Macas. Cette artiste, elle dédomestique des vers à soie. Et donc déjà, la base de sa réflexion, c'est qu'elle nous montre qu'en fait, depuis des millénaires, comme l'humain a domestiqué le ver à soie, il l'a rendu handicapé. Parce qu'en fait, il a fait en sorte que le ver, il bouge plus. On lui met des feuilles de mûrier juste devant la bouche comme ça, pour qu'il devienne obèse et qui bouge pas, qu'il fasse son cocon. Ensuite, dans l'industrie de la soie, il tue la larve à l'intérieur de son cocon pour pouvoir récupérer la soie intacte. Mais quand, de manière très rare, un ver à soie arrive jusqu'à maturité et devient papillon, c'est un papillon qui ne peut pas voler. Donc on a vraiment rendu, avec la domestication, on a rendu handicapé toute une espèce, pas un être, une espèce entière. Et donc Ivana Adaime-Macas, depuis 2009, je crois, elle élève tous les printemps des vers à soie et elle leur fait faire des exercices. Et ces œuvres, ce sont des exercices, des pièces montées pour leur apprendre à remonter, pour essayer d'aller chercher des bouts de feuilles de mûrier. Elle les emmène en pique-nique au parc Chaumont, au parc des Buttes-Chaumont à Paris pour les placer sur des mûriers et qu'ils mangent. Elle essaye ensuite de les faire voler quand ils arrivent à maturité. Donc, et ça nous fait réfléchir sur nos propres processus de domestication. Donc il y a d'autres artistes qui vont travailler sur plutôt la dédomestication de l'humain. Je pense par exemple à Laurent Tuxador qui est parti nu en forêt pendant 10 jours et pendant 10 jours il a récupéré toutes les choses dont il avait besoin à la fois pour se nourrir, pour se vêtir et puis pour produire des œuvres d'art. Et il y a d'autres artistes, par exemple Apolline Grivelet, qui, elle, élève des poules avec les caractéristiques les plus sauvages possibles. Et en fait, ça, c'est pour contrer l'industrie aviaire qui, en fait, a privilégié certains phénotypes ou certains caractères par rapport à d'autres, pour que les poules, elles soient bien inoffensives, qu'elles n'aient pas envie de voler, qu'elles n'aient pas envie de partir, qu'elles ne soient pas trop maternelles, parce qu'une poule maternelle, ça fait des œufs et ça les couve, donc ça ne pond pas plein d'œufs qu'on peut manger, etc., etc. Et donc tous ces artistes, ils nous permettent de sortir en fait, de notre pensée qui est toujours anthropocentrée. C'est-à-dire qu'ils nous permettent aussi de penser du point de vue d'autres vivants et ils nous permettent de nous regarder, nous, au travers des points de vue d'autres vivants. Ce matin, dans les questions que tu nous as posées, il y avait comment regardez-vous le vivant, mais comment le vivant vous regarde. Mais je crois que la grosse problématique, et d'ailleurs elle a été dessinée ici, c'est qu'on a oublié qu'on était regardé par les autres vivants. Parce qu'autrement, on aurait honte de tout ce qu'on fait. Et c'est un peu comme, je vais donner une métaphore un peu spéciale, quand on met pas les doigts dans le nez, on retire pas les crottes de nez quand il y a des gens, mais parfois, on peut le faire s'il n'y a personne autour. Et en fait, on devrait se rappeler qu'il y a toujours autour de nous des arbres, des insectes, des animaux, des rivières qui nous regardent. Et donc, on devrait le prendre en compte pour que ça nous aide à rester alignés et à ne pas continuer cette politique de destruction. Moi, je pense que les animaux qui nous voient tondre et faire des génocides d'insectes et de nourriture tous les printemps, alors que c'est le moment où la nature explose, qui nous voient rentrer dans des supermarchés avec des néons, prendre des animaux morts dans des barquettes en plastique, et j'en passe et des meilleurs, ils doivent vraiment se demander quel type d'animaux on est. Voilà, j'ai fait une digression un peu grande. Mais donc, voilà. J'aimerais bien qu'on se rappelle tous et toutes que nous sommes regardés par le vivant. Et je crois que typiquement, les artistes nous permettent de retrouver des formes de rituels et des formes de compréhension. Ce sont les personnes
actuellement, en plus des peuples racines, mais qui vivent quand même plus loin, puisqu'il n'y a qu'un peuple racine en Europe, ce sont les Samis, et ils habitent quand même tout au nord de l'Europe, qui peuvent nous permettre de nous rappeler que les vivants sont des vivants. Parce que le capitalisme, c'est une catastrophe, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Achille Mbembe, c'est une nécropolitique. C'est-à-dire que ça a fait en sorte de tout tuer, de faire en sorte qu'un arbre, ça fait une jolie table, on voit tout comme des ressources. Et en fait, les artistes font partie de ces gens qui nous permettent de voir que les vivants ne sont pas des ressources, les vivants sont des vivants, et sont des consciences, et on peut avoir des relations avec eux. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. Et là, je vais amener peut-être quelque chose qui va perturber, mais je l'assume complètement. Je pense qu'il n'y a pas d'écologie non spirituelle qui ne soit pas colonialiste. Je pense profondément que l'écologie telle qu'on la pense comme ça, et l'écologie à l'intérieur du paradigme de la modernité, à l'intérieur du paradigme matérialiste, fait que on va conserver des ressources pour garder notre confort. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a oublié que le haut d'une montagne abrite des esprits, que les arbres ont une âme, alors que dans tous les peuples racines, il est évident. Et il y a un livre magnifique qui a été écrit par Mohamed Taleb qui s'appelle L'écologie vue du Sud, pour toutes les minorités à l'intérieur de l'hémisphère nord et pour les communautés de l'hémisphère sud. Une écologie ne peut être qu'anticapitaliste, sociale et spirituelle. Parce qu'on protège une rivière parce que c'est une déesse, et parce qu'on protège cette rivière qui est une déesse, on protège tous les humains et toutes les humaines qui vivent autour de cette rivière. Et on peut le replacer à toutes les échelles. Et je pense qu'on a besoin de descendre de notre piédestal, de cette rationalité qui nous fait croire qu'on a la vérité, qui nous fait croire que nous, on sait et que les autres ne savent pas. Il y a sur cette planète des personnes qui font vivre avec une tradition orale, parce qu'on a aussi la problématique, on a commencé à le toucher ce matin, la problématique entre l'oral et les archives. L'archive qui est peut-être morte, c'était une artiste qui en parlait, et l'oralité qui est encore vivante, qui fait de l'histoire quelque chose qui se retisse au quotidien. Mais je m'éloigne. Qui depuis des millénaires savent et sont les gardiens et les gardiennes des écosystèmes et des vivants. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des écosystèmes qui sont protégés aujourd'hui le sont grâce à des humains et des humaines. C'est pas en faisant des sanctuaires où il n'y a pas d'humains qu'on réussit à se réensauvager, c'est bien en apprenant de ces cultures et qui basent toute leur vie, toute leur relation sur la spiritualité. Et je peux vous dire d'expérience que vivre plusieurs mois avec des personnes et avec lesquelles la spiritualité, la connexion avec le divin et l'humilité par rapport au plus grand est la base de la relation, ben c'est extraordinaire. C'est complètement extraordinaire. Et ça donne une joie par rapport à un quotidien qui est pourtant souvent, et très souvent, un quotidien de souffrance, qui transforme la vie. Et donc je pense qu'ici, comme la spiritualité et la religion ont souvent été confondues, et donc on a un peu jeté avec le bébé avec l'eau du bain, donc je vais me permettre de faire une séparation. Dans la religion, il y a un clergé, il y a souvent la religion a été utilisée pour des logiques de domination. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a colonisé, et notamment tous les peuples dont je viens de parler. La religion, c'est souvent un instrument de pouvoir. La spiritualité, c'est l'opposé. La spiritualité, c'est un contact direct avec plus grand que nous. C'est le contact avec, on peut l'appeler la conscience, la vie, le divin. Peu importe, c'est un contact avec l'amour. Et les artistes, aujourd'hui, ils nous permettent de retrouver des rituels qui nous permettent de sortir de notre piédestal de dominateur et de retrouver à minima
la connexion avec d'autres vivants. Je pense par exemple au collectif Dance for Plants qui danse pour les plantes et pour les végétaux. Et j'ai envie de vous inviter. Voilà, vous avez un parc magnifique. Essayez un jour de chanter ou de danser pour un arbre. Vous verrez que, bien sûr, moi je suis sûre que l'arbre sera ravi parce que je suis sûre qu'il recevra quelque chose de vous, mais vous serez transformé. Et c'est le plus important. Et moi, c'est ce que la trans m'a dit. Elle m'a dit pour vraiment prendre soin des vivants que tu aimes tant, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, les champignons, les rivières, les montagnes, et ben toi, en fait, il va falloir que tu ailles prendre soin des humains pour qu'eux, ils se guérissent et qu'ils aiment mieux. Voilà. Et d'ailleurs, on a une artiste ici qui s'appelle Estelle Lacombe qui a commencé à mettre en place un... Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en tout cas c'est magnifique. C'est une installation où elle a placé des cruches dans un arbre magnifique et où vous êtes toutes et tous invités. Nous sommes toutes et tous invités à aller placer des vœux à l'intérieur de ces cruches. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression, ou alors je vis, que dans notre quotidien de la modernité, surtout si on est un intellectuel et qu'on commence à parler de spiritualité ou de choses qui pourraient paraître un peu New Age, on va vraiment tout de suite être déclassé, mis sur le côté. Alors on est bonnet ou alors on est hippie ou quoi que ce soit. Moi je pense que ça a une importance extrêmement forte et que placer des vœux dans une cruche sous un arbre et peut-être en mettant des vœux pour les arbres, pour les personnes qui sont là, peut-être pour aider à la paix dans le monde. En fait, pour moi, ça n'est pas du tout insignifiant. C'est pas un petit geste comme ça, un peu New Age, etc. Et je pense que des gestes comme ça peuvent vraiment changer le monde. Et je vais vous finir en vous donnant un exemple très précis. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Bars, qui est un grand conteur d'histoire et qui est un grand amoureux du vivant. Et un jour, il se baladait dans la forêt à Stuttgart et on était en automne et il a vu des glands germer. 148 glands germer. Sauf que lui, il savait que même si cet automne était doux comme un printemps, l'hiver allait arriver et que pour ces glands, ça serait la mort certaine. Et en fait, alors qu'il était en résidence en Allemagne, il a pris tous ces glands et il a transformé son atelier en pépinière. Et il y a une course contre la montre qui s'est enclenchée parce qu'en fait, un chêne, ça ne survit pas en pot. Et ça ne survit pas en pot longtemps. Et lui, il voulait aller les replanter. Il voulait les replanter dans la forêt malade de son enfance, de l'autre côté de la frontière, même si les arbres en ont un peu rien à faire de nos frontières, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais il n'y a que des raisons racistes à faire des frontières. Et il a voulu aller les planter dans sa forêt, à la forêt de Lillewald, c'est à Sélestat, en Alsace. Et en fait, il s'est battu avec la mairie pendant plusieurs années pour réussir à planter ces arbres et à faire en sorte que ces arbres soient des œuvres et donc qu'ils soient considérés comme remarquables et qu'ils ne soient jamais coupés. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes qui réussissent à sauver des arbres et des écosystèmes grâce à la législation sur les œuvres d'art. Donc je place ça pour qu'on continue à sauver des écosystèmes grâce à l'art et aux droits d'auteur. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il a voulu que ce soit des enfants qui plantent les 148 petits chênes. C'était plus des glands à cette époque-là. Et il a demandé à tous les enfants et aux mères qui étaient là de planter l'arbre en faisant un vœu pour l'arbre et en échangeant un secret qui ne serait conservé que par l'arbre et l'enfant. Donc la performance, qui en fait est une grande plantation, se passe. Et Guillaume revient au printemps d'après pour voir, alors qu'il a
espéré, prié tout l'hiver pour que ces chênes restent en vie et fait des pousses et qu'il y ait des bourgeons quand il arrive. Quand il est arrivé, sur les... Je crois qu'il n'y en avait plus que 135 entre les glands et les chênes. Mais quand il est arrivé, tous les chênes avaient des bourgeons, sauf un. Celui qui a été planté par le maire. Je pense vraiment que le maire n'a pas fait de vœux en pensant que c'était peut-être un truc de hippie New Age. Il n'a peut-être pas fait de secret avec l'arbre. Et je pense que c'est pour ça que l'arbre est mort. Donc j'espère qu'après cette conférence, on va tous et toutes aller mettre des vœux à l'intérieur de l'arbre et de l'installation d'Estelle Lacombe. Parce que c'est un peu comme ça qu'on va commencer à changer le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous nous laissez un large temps d'échange avec le public. Je pense que ça va réjouir tout le monde. Est-ce que voilà, des personnes souhaitent intervenir? On dit toujours, est-ce que vous voulez poser des questions? C'est peut-être aussi réducteur. Est-ce que vous voulez réagir, rebondir sur ce qui a été dit ou poser une question? Agathe, je suis sûre. J'ai noté plein de choses. Là-bas, Daniel. Je voulais vous dire merci beaucoup parce que ça donne de l'espoir. Merci. Moi, je voulais savoir sur quoi tu es en train de travailler maintenant. Merci Pauline. Alors, en fait, j'avais dans l'idée d'écrire un livre sur l'écologie et la spiritualité depuis des années, mais je savais que je ne serais jamais prise au sérieux si je commençais par ça. Et donc, j'ai écrit ce livre Féral pour prendre par la main le moderne et l'amener, parce qu'en fait, je raconte une histoire, je raconte les 5 premières saisons de moi quand je suis arrivée dans une ferme et je réponds aux problématiques que la Terre m'a posées avec des œuvres, des artistes et des philosophies amoureuses du vivant. Et je l'ai un peu écrit comme une ouverture à la spiritualité, mais c'est vraiment pour prendre par la main le moderne et pour, de manière intellectuelle, finir par expliquer que finalement refuser une forme de spiritualité, c'est continuer un acte de domination assez colonialiste en fait. Et donc je termine mon livre sur une nécessaire spiritualité. Et donc mon prochain livre, je pense que je veux parler que de ça, d'écologie et de spiritualité et de comment réussir à apprendre, donc en sortant de notre position de dominateur, de dominatrice ou de prédateur, comment apprendre des peuples racines, de la transe, des végétaux, des animaux, dans cette lutte écologique. Et c'est vraiment une lutte, et je pense qu'on peut parler de combat. Donc je reviens de 3 mois dans le peuple Kamsra, en Amazonie colombienne. C'est un peu dur. On a parlé de vulnérabilité ce matin. Je pense que je suis dans un moment de vulnérabilité. J'ai fait la mue, mais j'ai pas encore la nouvelle peau. et c'est de ça dont j'ai envie de parler. J'ai envie de ramener leur manière d'être au monde pour qu'on puisse s'en inspirer ici. Mais j'ai aussi envie, à l'inverse, de faire des actes de réparation. Et donc là, depuis 1 mois et demi où je suis rentrée, j'ai tout mis en place pour qu'il y ait un Taita Kamsra, donc un homme médecine du peuple Kamsra, pour qu'il vienne passer 3 mois à Féral et qu'on sillonne, qu'on partage avec lui sa culture et qu'on puisse rassembler des fonds pour racheter les terres
qui ont été spoliés au Kamsla pendant la colonisation. Et il ne faut pas se dire que la colonisation, c'était c'était au moment de Christophe Colomb, au 15e, 16e siècle. Les deux plus grosses vagues de colonisation dans la vallée de Sibundoy, c'est de 1904 à 1980 par des moines capucins. Donc on est au XXe siècle, hein, normalement le siècle des démocraties, etc. Avec des moines européens, hein, qui ont spolié les terres, qui ont déplacé les Kamsla et les Inga, qui les ont placés dans une forme d'esclavage, qui leur ont interdit de parler leur langue et de développer leur culture, et qui leur ont imposé la religion catholique. Et la deuxième vague de colonisation, ça s'appelle la modernité, et ça arrive depuis 50 ans. Voilà. Et en fait, les deux sont conjoints. Et donc, j'ai envie qu'avec ce Taita Kamsla, qui s'appelle Aldo Huariboy, on récupère de l'argent pour pouvoir aller racheter les terres des Kamsla et leur rendre. Et donc, c'est dans cette dynamique que je suis. Et donc je pense que quand je vais repartir pour racheter les terres et continuer une forme d'initiation spirituelle qui a commencé là-bas, je vais écrire la suite, et donc ce livre. D'autres... Oui, voilà. Bon, moi, j'avais pas vraiment de questions. Mais je voulais juste te dire merci pour ces paroles, vraiment. Un sourire très communicatif. Non, franchement, elle a un sourire communicatif, hein, vraiment, faut le dire. Voilà, un sourire, on a envie de sourire. On ne sait pas pourquoi. Non, juste merci. Et vous avez beaucoup parlé spiritualité. Ah putain. Oui, merci. Voilà, on a compris. Je l'ai moi-même vécu parce que j'ai déménagé au Japon et c'est très présent là-bas. Et moi, je l'ignorais avant de déménager là-bas. Et je l'ai appris en étant sur place. Et je vois que tout est lié en soi. Donc voilà, j'avais juste envie de vous dire merci beaucoup. Et je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un. Bonjour. Moi, en fait, ça me fait penser à Éric Julien qui a travaillé avec les Kogis en Colombie et voilà, sur le chemin des pierres qui parlent et qui est parti sur la même route que celle que tu es en train d'emprunter. Voilà, tu en parles là-dedans. Ok. Et donc, je trouve ça formidable parce que de toute façon, plus ce sera fait partout, mieux ce sera. Et effectivement, moi, je suis artiste aussi. Et ça m'avait énormément inspiré et depuis j'ai décidé de travailler sur l'eau et ce qu'ils racontaient justement chez Kogis, leur rapport à l'eau, la spiritualité, mais pas seulement la spiritualité, mais finalement l'eau elle-même avec tout ce qu'elle comporte. Ils avaient raconté quelque chose qui était très beau. Enfin, à un moment, très beau parce que par la solution. Mais disons, à un moment, ils ont eu un avion qui est passé au-dessus de leur terre et qui a déversé des produits toxiques. L'eau est rentrée en elle-même, c'est ce qu'ils disaient. Et puis, ils ont prévu que plus tard, elle ressortirait. Et c'est vraiment ce qui s'est produit. Donc, il se passe des choses complètement réelles, hein, palpables, et qui sont magiques, quoi, qui font partie de ce qui nous accompagne. Et du coup, moi, j'étais très inspirée, je suis toujours très inspirée pour travailler sur ce thème hein, et donner à l'eau, entre parenthèses, la magie ou la signification profonde de ce qu'elle est. Voilà. Donc, je suis ravie de voir que c'est partagé et qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ce sens-là. Merci. Bon, moi aussi, je dis merci parce que tu le mérites, vraiment. Et ça nous donne l'occasion de nous exprimer en plus, tu vois, c'est ça qui est bien, parce qu'on a tous aussi nos petits chemins et tout ça. J'ai envie de parler d'un truc qui relie à ce qu'on fait ici notamment, etc. Moi, je travaille avec l'équipe. Et plus largement, je sais pas, des questions qu'on se pose qui sont un peu complexes à résoudre. Et c'est vrai que quand on regarde les peuples, tu dis, toi, comment tu disais ? Racine, ouais, ou premier, ou...
autochtone. Enfin, il y a tellement de mots aussi qui peuvent se dire là-dessus. Moi, j'ai appelé à une époque gardien de la terre. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'avoir pensé, ce mot-là. Il appartient à personne. C'est un peu ce que tu disais. Et j'avais envie de dire simplement, et Henri Luc aussi, et tout ça, c'est que c'est vrai que on aurait une solution à tous ces labels qu'on invente et qu'on réinvente, puis qu'on détricote, puis qu'on détourne, puis ce serait en effet, alors il faut continuer comme Éric Julien le faisait, comme beaucoup d'autres l'ont fait, comme Survival l'a fait depuis les années 60. Intéressez-vous à l'association Survival, hein, qui existe depuis déjà trop longtemps, puisqu'elle n'a pas résolu tout et elle a encore une grande utilité, mais bon, en tout cas, elle existe, il faut continuer de la regarder. Les peuples autochtones l'ont naturellement la solution. Il se trouve que ce sont des humains comme nous, donc on devrait peut-être se reconnaître un peu en miroir, quelque chose peut-être plus facile que quand on garde un animal éventuellement, si je veux avoir un peu d'espoir. Et donc c'est bien de continuer d'essayer de ramener cette parole-là, etc. Mais peut-être plus que ça, il faudrait qu'on essaye je dis ça et j'ai même du mal à me croire malheureusement, mais bon. Qu'on essaye de réimplanter quelque chose de cette idée-là. On discute avec des agriculteurs, on discute voilà, ou des gens qui sont proches de la terre, on devrait être des gardiens de la terre, mais dans cette modernité dans laquelle nous sommes tous, avec nos ambiguïtés, hein, nos sujets, etc., nos paradoxes, voilà, le chantier est encore là, mais depuis longtemps, des gens y travaillent. C'est bien que tu aies parlé d'Éric Julien, parce que c'est quand même un sacré exemple. Voilà, donc bravo, parce que du coup tu réveilles, il faudra la réveiller encore, cette flamme en permanence, mais bon, voilà, il serait temps aussi maintenant que ça se fasse. Ça fait longtemps et voilà, dans une petite vie qui est la nôtre, c'est chiant de se dire à 20 ans j'ai regardé ça, j'y croyais fort, et à 50 balais je le vois et ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, il faudrait que ça se traduise encore un peu plus fortement, mais bon, enfin, le chemin, quoi. Merci. Ah, mais il y a une question là-bas. Oui, merci pour vos interventions. Moi, j'ai l'impression que là-bas, leur grande... Non, d'abord, je vais commencer ici. Je pense qu'on a tous et toutes à redevenir autochtones, parce que autochtone, c'est appartenir à la terre, à nous ici. Donc, comment faire pour non pas transplanter, encore une fois, faire venir des choses de culture autre, mais comment retrouver nous-mêmes le lien à la terre, les rituels, et se reconnecter pour arrêter d'être hors sol, arrêter de vivre en permanence avec du béton. Mais premier acte, je ne sais pas, débétonnons, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous et toutes mettre un petit coup de marteau-piqueur en bas de chez nous ? Je sais pas, je pose ça comme ça. Mais déjà retrouver le lien à la terre, même de manière très matérielle. Et donc c'est une invitation à redevenir autochtone. Mais en fait, là où eux et elles et eux, ils y arrivent, et où j'ai l'impression que nous, il y a un écueil, c'est vraiment la différence entre le collectif et l'individualisme. Là-bas, ils se sentent famille, ils font collectif, et il y a un faire ensemble qui est évident. Et pour nous, on nous a tellement drogués avec même notre développement personnel, au lieu de nous inviter à un dépouillement personnel. On nous a tellement... Il y a une injonction à notre bien-être, au fait d'être bien seul, etc., que c'est vraiment difficile, en fait, de vivre en communauté. Parce que Feral, les 5 premiers mois dont je parle sont des 5 premiers mois de solitude. Mais ensuite, j'ai essayé de mettre en place un collectif qui a duré pendant un peu plus d'1 an, et j'ai vécu en collectif à Feral, ce qui était génial à plein d'égards et pour apprendre. Mais en fait, c'est très difficile de faire commun, parce qu'on est sur notre montagne d'individualisme. Donc comment réussir à faire à nouveau commun ? Moi, j'ai l'impression que la grosse erreur que nous, on a faite, c'est qu'on s'est associé à partir de fonctions, en se disant, voilà, on a besoin de différentes fonctions dans ce lieu. Et donc, pour des fonctions, on va se mettre en commun. Et je pense qu'on aurait dû se mettre en commun plutôt avec le désir de faire ensemble et de voir ensuite les fonctions de chacun, mais partir déjà sur une affinité. Et tu parlais d'énergie et des 20 ans, etc.
je pense qu'on peut vraiment être embrasé par l'amour du vivant et que ça peut vraiment nous donner une énergie extraordinaire. C'est drôle, c'est quelqu'un de ma famille qui me disait « C'est fou parce que tu voulais tout défoncer quand tu avais 15 ans et j'étais persuadée que comme tout le monde, tu allais t'assagir. Et ce qui m'étonne, et ce qui me fascine un peu, parce que bon, autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes chemins de vie, lui et moi, mais il me montrait un certain respect, il me disait « Mais tu as toujours autant d'énergie pour pouvoir toujours changer les choses. » Et en fait, je pense qu'on perd notre énergie quand vraiment on se sent harassé par les choses et on se dit qu'on n'a pas de pouvoir de changer, etc. Et quand on se dit que la lutte passe par la colère. Moi, j'aime bien cette phrase qui n'est pas de moi, qui dit le chemin a le goût, il faut que le chemin ait le goût de la destination. Moi, je ne pense pas qu'en faisant la guerre, on arrive à la paix. Mais je pense qu'il faut lutter, mais lutter pour l'amour, pour que le moteur, ce qui nous embrase, ce soit vraiment l'amour, pour qu'à la fin, ou la paix, pour qu'à la fin, ce soit l'amour et la paix. Et je pense que dans l'amour, et ça fait complètement New Age, et je m'en fiche et j'assume, mais l'énergie, elle est illimitée. Regardez un parent avec son enfant. Si la vie de son enfant est en jeu, même une femme toute maigre de 1,20 m, elle aura l'énergie de 15 lionnes. Et c'est ça l'amour. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de laisser à une forme d'industrie culturelle, etc., le droit de rendre l'amour niais. L'amour, c'est pas niais. L'amour, c'est la plus puissante des armes au monde. Je le dis de manière énervée. Mais vraiment, l'amour, c'est pas nier. Merci pour cette belle intervention. En tout cas, elle fait écho sur un certain nombre de réflexions, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde dont la liste des injonctions paradoxales devient un peu illimitée. Et alors, je ne vais pas tomber dans certains... Je ne suis pas extrémiste dans ma vision. Je sais qu'il y a des points de vue un petit peu radicaux. Je pense notamment à Aurélien Barraud qui dit qu'on a trop d'ingénieurs et pas assez d'artistes. Je suis presque en train de lui donner raison. Parce que moi qui suis une formation ingénieur et scientifique et qui commence à comprendre un certain nombre de choses sur notre environnement, pour le côtoyer aussi, je m'interroge et je me suis demandé si l'art pouvait nous transformer. Mais j'ai une partie de la réponse aujourd'hui. Et je pense que c'est possible, parce que j'ai vécu un traumatisme avec l'abattage de 5 arbres centenaires en face de chez moi et que j'ai eu beaucoup de colère, mais en fait, je me suis assagi et j'ai essayé de puiser dans cet épisode au travers d'une thérapie qui est de l'art-thérapie que j'ai découvert avec beaucoup de spiritualité, avec quelqu'un de bon en face, qui a été capable d'être un écho et d'être un miroir à cette réflexion, à cette spiritualité. Et j'en suis arrivé à finalement passer de l'art pariétal, puisque j'ai visité la grotte Chauvet, puis elle a été citée hier, au street art. Et que finalement, ma réparation s'est faite dans l'art, puisque j'ai fait une fresque sur le thème de la nature, sur la façade de ma maison en plein centre-ville de Nîmes, que je vous invite tous à venir voir, sur le thème de la nature, et qui s'appelle l'éphémère nature. Alors peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'art, il ne faut pas l'enfermer dans une fonction ou dans un titre. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on est un artiste? C'est une pratique, avant tout. Peut-être qu'on a une part artiste à révéler en soi. Je vais juste le passer. C'est pas moi qui ai fait cette fresque, c'est 2 artistes en hyper-réalisme, mais à qui j'ai donné un cahier des charges à travers mes voyages, Puy-de-Dôme, donc on a fait dessiner une cascade sur la droite, et puis dans mes voyages dans les Vosges, une forêt à gauche, et puis voilà. Je vais passer le micro par ici, et puis je crois là-bas, tout de suite après. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur la spiritualité et l'amour. Enfin, l'amour, les derniers mots que tu donnais. Et en fait, je vais te partager, mais je pense que tu la connais, c'était plutôt pour le public aussi. Il y a un livre qui est sorti, enfin qui a été traduit il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, qui s'appelle « À propos de l'amour » de Bell Hooks, qui est une essayiste américaine.
Et en fait, À propos de l'amour, elle donne cette définition. Et moi, ça a été une forme de révélation, parce que je pense que j'ai toujours eu un rapport très spirituel, au sens de spiritualité, mais avec toutes ces appréhensions qu'on a d'occidentaux. Et en fait, elle donne cette définition. Alors, je ne l'ai plus exactement, mais elle dit la spiritualité, en fait, c'est l'amour en train de se mettre en œuvre. Et je trouve que quand on parle comme ça de la spiritualité, tout d'un coup, on évacue justement toute cette dimension qu'on lui colle en fait en Occident, et qu'on lie notamment à la religion, mais pas que, ou au New Age, ou etc. Et voilà. Donc, je pense que tu connais, mais... Merci Charlotte. On s'est rencontrés déjà parfois sur des terrains de lutte. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus facile d'envisager la fin du monde ou de notre civilisation que la fin du capitalisme. Alors, j'aimerais savoir comment on articule toutes ces luttes. Tu vois, spirituelle, politique, physique aussi, hein, parce que là on parle de lutte physique. Moi je pense au soulèvement de la Terre ou aux naturalistes des terres, qui aujourd'hui sont les forces vives de la résistance contre la destruction capitaliste du monde. Comment on articule tout ça ? Merci. Je pense que j'ai pas de réponse toute faite, mais là-bas, en fait, en tout cas, là où j'ai été, chez les CAMSA, à un moment donné, j'ai dit que je faisais de l'activisme écologique, et on m'a répondu, c'est la première et la dernière fois que tu dis ça. En fait, là-bas, les activistes écologiques, et en fait, quand on dit écologie, c'est que le droit aux terres des peuples autochtones et le droit des vivants non humains, c'est la même chose. Parce qu'en fait, si on protège une terre pour qu'elle appartienne à des humains qui deviennent les gardiens, en fait, il n'y a pas de séparation, comme chez nous, entre la protection des vivants et la protection des droits indigènes. Donc c'est toujours social. En fait, ces personnes-là, elles disparaissent, ou alors elles sont tout simplement assassinées. Donc tout doit se faire dans le plus grand secret. Et les choses se font souvent sur un plan plus spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail avec les esprits, avec les plantes, en appelant les ancêtres pour mettre en place des protections énergétiques en fait, autour. Et ça passe aussi par le fait de préserver leur culture, par le fait de continuer à transmettre leur langue, parce qu'en fait, la colonisation, elle va venir de manière très insidieuse, avec l'obligation à parler espagnol, avec le fait d'aller dans l'école pour les Blancs, parce que pour eux, les Colombiens sont des Blancs comme moi, et pas des indigènes. Et donc conserver leur culture, ça va passer par l'art et l'artisanat. Ça va passer par leur langue, ça va passer par leur artisanat, qui est une autre forme de langue, puisqu'il y a des signaux, il y a des signes, et une sorte d'autre alphabet. Et il y a eu, pendant tout un siècle, ils n'ont plus pu parler leur langue, donc il n'y avait plus que la seconde langue, celle du tissage et de l'artisanat, qui était encore autorisée. Donc c'est-à-dire que sauver leur culture, c'est une façon de contrer la lutte capitaliste, et c'est pas simple, et ça s'articule. Et j'étais avec un Mapuche il y a 2 jours, et lui nous confiait qu'en fait eux, leur lutte, elle ne se situait pas dans un niveau physique, et que leurs armes, quand ils se battaient, c'était avec la musique et avec leur culture, mais qui réussissaient quand même à faire trembler les gens en face avec leur culture et avec leur puissance. Et qu'en fait, ils luttaient sur un plan spirituel qui n'avait rien à voir avec le monde matériel, mais que depuis 20 ans, ils ouvraient leurs cérémonies à certains Blancs, et ils venaient faire des cérémonies ici, parce que là, le désordre était en train de devenir trop grand dans le milieu matériel, donc il fallait un tout petit peu plus ouvrir avec le spirituel dans le matériel. Et en tout cas, pour ce Mapuche,
il faisait vraiment la différence entre les luttes physiques et les luttes spirituelles. Moi, je pense qu'elles sont nécessaires et on a besoin de tout articuler. Je pense que l'art seul ne changera pas le monde. L'activisme seul ne changera pas le monde. La thérapie, parce qu'on a besoin de guérir nos égos blessés pour arrêter de blesser les autres et les autres vivants, ne fonctionnera pas seul. On a besoin de tout. Et on a aussi besoin d'arrêter de dire ma lutte, elle est plus importante que la tienne. Elle s'articule toutes et tous. Et en fait, on ne peut pas avoir tous les mêmes fonctions. À une toute petite échelle, moi je pensais que ma lutte, ça serait d'adopter des terres, 2,6 hectares, et de permettre à des vivants de revenir. Je me rends compte actuellement qu'en fait c'est trop de faire ça, et en plus de donner des conférences, d'apprendre aux gens à entrer en transe, de voyager, d'aider les Kamsla à récupérer leurs terres, de participer aux naturalistes des terres, c'est trop. Et donc je me rends compte qu'il va falloir que je confie cette terre et que ça va plus être mon combat, parce que en ce moment ma lutte, elle va passer par essayer de transmettre de l'amour des vivants, mais voilà, aux autres humains. Et j'ai plus l'espace actuellement, et j'en suis triste, peut-être que ça reviendra plus tard, pour prendre soin de la terre directement. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut articuler nos luttes, et ça c'est aussi intéressant quand on réfléchit à la pensée marxiste, qui souvent va dénigrer la spiritualité. Moi je pense qu'on peut vraiment se réapproprier beaucoup des armes et de la lutte marxiste, etc. Mais en ouvrant notre cœur à l'endroit de la spiritualité et en fermant jamais les autres portes, en se disant que notre lutte elle est plus importante, ou notre manière de lutter elle est plus importante que celle des autres. Comme ça, on a toute notre place dans la lutte. Je vais prendre peut-être une dernière intervention, parce que voilà, on va... Oui, et pardon, et je voulais aussi dire, on s'est rencontrés à l'intérieur des naturalistes des terres, et c'est un moment, et je me rappelle d'un moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble, de prise de décision commune, et c'était génial, et c'était un tout petit exercice où il y avait écrit en gros oui, non, bon, en gros, oui, non, au nom des naturalistes des terres ou pas au nom des naturalistes des terres. Et en fait, ils proposaient des actions ou des pensées qu'on pourrait faire ou non. Et les gens se déplaçaient en se disant, oui, je le ferai, mais en tant que naturaliste des terres, ou non, je le ferai pas, et pas en tant que naturaliste des terres. Et chacun expliquait pourquoi il avait cette position. Et en fonction des prises de position de chacun, on voyait qu'il y avait des mouvements de foule, et en fait il y avait une pensée collective qui se créait jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça, c'est une action qu'il y a une grande partie de naturalistes des terres qui seraient prêtes, enfin il y a beaucoup de ces personnes-là qui seraient prêtes à l'entreprendre, et au nom des naturalistes des terres. Alors ça a été inscrit, et c'est une action qui sera certainement faite à l'avenir. Je n'ai jamais rencontrer une manière de prendre des décisions qui était aussi proche du respect et de l'écoute que j'ai rencontré à l'intérieur du peuple Kamsla et du peuple Inga et des autres peuples que j'ai rencontrés, où chacun va donner son point de vue, et il n'y a pas de question de majorité. C'est pas ah tiens, il y a 51% des personnes qui veulent faire ça, donc on fait ça. Non. Vous parliez d'Éric Julien chez les Kogi et les Aloakos, et je suis allée les voir aussi. Ils se réunissent, ils ont un problème, et ils restent des nuits, des jours entiers. Ils ne s'arrêtent pas tant qu'il n'y a pas une décision commune où tout le monde, 100% des personnes, est d'accord. Ils ne s'arrêtent pas tant qu'il n'y a pas une décision qui est commune. Tant qu'il n'y a pas un consensus, tant que la force de l'intelligence collective n'a pas trouvé une solution. Et je pense que de ça, on a vraiment besoin de s'inspirer. Et si vous voulez vivre des moments aussi extraordinaires, voilà, les soulèvements de la Terre, les naturalistes des terres, sont vraiment des moments d'intelligence collective et des moments d'empuissancement. On ressort de ces week-ends avec de l'espoir, avec des personnes avec qui partager la solastalgie, mais des personnes avec qui la combattre, parce qu'en fait,
on va se mettre à construire des choses ensemble. Moi, je pense que l'écologie, si elle n'est pas sociale, ça devient un échec. On peut le voir au niveau politique, parce que c'est vraiment le volet qui a été complètement occulté des discours. Et comment, voilà, en tant qu'artiste ou en tant que citoyen, en tant qu'humain, comment se retrouver en fait dans des lieux entourés de béton, dans des quartiers, et comment avoir cette parole-là, et comment contacter et recontacter et essayer de reconnecter on peut dire 80% certainement de la population du monde qui est complètement déconnectée de cette pensée-là, quoi. Merci. Oui, c'est une question qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien réussir à creuser dans mon prochain livre. Mais là, je vais laisser la parole à Fatima Wassak. C'est une femme extraordinaire, une théoricienne qui a écrit notamment L'écologie pirate. Et elle réfléchit justement à pourquoi il n'y a pas de pensée écologique dans les quartiers, mais alors que pourtant, selon ce qu'elle ressent, il va y avoir un intérêt pour l'écologie, mais au bled ou ailleurs. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que ce sont des personnes à qui on a dit qu'ils n'appartenaient pas à ce territoire, qu'ils étaient étrangers, qu'ils n'avaient pas le droit d'être ici. Et en plus, ce sont des personnes qu'on parque dans des endroits où il n'y a que du béton. Et donc, pour elles, il n'y a pas de question de libérer la terre et tout, mais de se réapproprier, de se sentir. Et en fait, pour elle, elle explique, il y a tout un livre, hein, donc je vous laisserai le soin de l'écouter et de la lire. Déjà, rendre la terre et les quartiers à ceux qui la font et leur permettre de se réapproprier, de peut-être de débétonner, de se sentir appartenir, en fait, leur donner même la possibilité d'aimer leur endroit. Voilà. Je vais prendre vraiment la dernière intervention parce qu'ensuite nous aurons on sera obligé de clore pour la suite du programme. Et puis il y aura bien entendu un moment de dédicace où vous pourrez venir à la rencontre de Charlotte. Voilà, je vais faire passer une dernière fois le micro. Vous avez beaucoup parlé de spiritualité. Et je comprends que vous soyez allé vous ressourcer auprès de ces peuples premiers. Mais n'y a-t-il pas un problème aussi, parce que nous aussi, Européens, on a nos propres racines et nos propres références spirituelles. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons enfoui quelque peu chez nous? Me permettriez-vous de vous donner un exemple? Moi, je suis agriculteur bio et bien sûr, à Saint-Gilles, je faisais du riz désherbé par des canards. Et quand je me suis converti à cette agriculture-là, le mot est juste, d'ailleurs, on utilise le mot conversion quand on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, sur le plan du droit français, mais c'est une véritable conversion spirituelle. Et je me suis inspiré de ma propre tradition spirituelle. Et si vous me permettez, je vais vous décrypter le quatrième verset du 2e chapitre de la Genèse. Le verset dit « Il manquait l'homme pour travailler la terre ». Nous, on l'a traduit comme ça. Mais si on prend le texte en hébreu, le texte dit « Hein Adam la avod et à Adama ». Hein Adam, Adam est absent. La avod, travailler, et à Adama, la terre. On se rend compte que la terre, Adama, c'est le féminin d'Adam. Parce que dans la traduction, on ne donne pas. L'homme, la terre, ça n'a pas de lien à l'oreille. Là, Adam et Adama, Adama, c'est le féminin d'Adam. Ça veut dire que la terre, c'est la féminité de l'humanité. Donc le lien source, il est là déjà présenté. Le texte dit aussi, la avod est à Adama, travailler. Bon, nous, on a choisi le mot travailler. Or, l'hébreu, c'est une langue consonantique, comme l'arabe. Et les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et là, pour le coup, le verbe travailler peut se traduire par travailler ou par servir. Alors, quand je me suis converti au bio, j'ai choisi de passer du statut de travailleur de la terre, Bolsonaro, Trump, Macron, à serviteur de la terre.
Pierre Rabhi, Gandhi. C'est un choix. Ça veut dire que le Verbe nous laisse la liberté de choisir ce que nous voulons faire de la Terre, ce que nous voulons faire de l'humanité, de la féminité de l'humanité. On peut se mettre à son service ou se mettre à la violenter et à la posséder. Mais nous sommes libres. L'homme naît libre. Donc en quelques mots, ce verset écrit il y a 2500 ans, aujourd'hui au XXIe siècle, prend un sens qui nous explose la figure parce que toute l'écologie sociale est contenue. Un homme absent qui a le choix de servir ou de violenter la féminité qu'est la Terre. Ils étaient visionnaires, les vieux d'avant. Et quand on lit ces textes-là qui sont à notre disposition, puisqu'ils font partie de notre mémoire culturelle, à nous de les faire vivre. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Magnifique intervention. On va clôturer pour permettre d'avoir ce temps de rencontre directe et de dédicace avec Charlotte Cosson. Et peut-être, je vais vous demander, puisqu'on est dans un lieu qui a quand même la chance de s'appeler Espérant, quel petit mot d'espérance vous voudriez nous laisser avant de partir? Allons tous planter des graines et regardons les pousser. C'est simple et c'est le début. Merci beaucoup. Je vous invite éventuellement à vous rapprocher de Charlotte Cosson, mais aussi à aller explorer l'ensemble du site, puisqu'il y a des lieux parfois un peu cachés sous le préau. Je crois qu'il y a un autre coin aussi, on m'a dit tout à l'heure. Voilà. Allez vraiment explorer l'ensemble du site. Il y a des choses à voir un peu partout. Merci beaucoup. Je pense que la table est faite pour...